Merci de venir jusqu'ici par cette heure si matinale et pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous venant de si loin. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Institut du monde arabe pour ce petit déjeuner économique consacré au rôle de l'interculturalité dans les échanges commerciaux avec le monde arabe. Contribuer à une meilleure connaissance du monde arabe, de sa civilisation, de sa langue, de ses codes culturels, sont autant d'enjeux qui se situent au cœur de notre mission. Grâce à ces petits déjeuners économiques organisés par David Brucker et par Adèle Paria, nous souhaitons, et c'est la deuxième grande année, nous souhaitons inviter les entreprises françaises, les entreprises arabes à se rencontrer, à dialoguer, à confronter leurs idées, leurs pratiques, leurs expériences sur ces enjeux qui sont déterminants pour le développement des échanges humains, des échanges économiques, des échanges commerciaux. Ces programmes de rencontres économiques et complémentaires des formations proposées aux entreprises par notre centre de langue et de civilisation arabe, dont la directrice est parmi nous, Madame Nada Yafi, des séminaires sur mesure animés par des experts issus de think tanks et des diplomates ayant vécu dans le monde arabe sont organisés pour permettre de mieux appréhender le monde arabe. Les petits déjeuners économiques se poursuivront à l'automne prochain, au-delà de l'été, à l'automne 2015, avec un format exceptionnel consacré aux échanges économiques avec l'Égypte. En effet, à partir du 7 septembre prochain, un événement de grande envergure inauguré par le président de la République se déroulera pendant plusieurs mois à l'Institut, sous le nom de Osiris, ou les mystères engloutis de l'Égypte. Ce sont les travaux exceptionnels mis à jour par les découvertes exceptionnelles, mises à jour par des archéologues français qui, sous la mer, ont découvert des trésors uniques sur les mythes ou la légende ou les rituels plutôt d'Isis et d'Osiris. Je crois que ce sera une exposition d'importance à la fois magique et pédagogique. Mais nous voulons que, comme nous l'avons fait pour le Maroc ou pour d'autres, que parallèlement à l'exposition se déroule ici sur l'Égypte contemporaine, sur l'Égypte actuelle, sur ses relations avec le reste du monde, des rencontres, des échanges, des colloques, et j'espère que nous aurons le bonheur de vous y accueillir à plusieurs reprises. Avant de laisser la parole à Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, et je le remercie, c'est la première fois, je crois, qu'il nous fait le plaisir d'être présent pour un tel événement. Je voudrais remercier chaleureusement vous toutes et vous tous d'être présents et qui interviendrez tout à l'heure. Et je vais saluer ceux qui se trouvent aujourd'hui présents à cette tribune. Inji Chaloub, présidente directrice générale du groupe Étoile et directrice artistique d'Inji Paris. Hakim El Karaoui, partenaire chez Roland Berger Strategy Consultants. Mohamed Jaïda, directeur général de Jaïda Group. Morgane Marchand, consultant et formateur en management international chez Sherpa Formation. Messieurs, Madame, Messieurs, au travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Jacques Lang. Cette rencontre fait donc partie des rencontres économiques de l'Institut, que l'Institut organise chaque trimestre et qui ont pour but de décrypter les enjeux économiques du monde arabe. Alors, après avoir abordé au premier trimestre les enjeux liés au phénomène de l'urbanisation dans le monde arabe, nous allons donc parler avec mes invités d'un autre phénomène que tous les acteurs économiques connaissent,
c'est celui de l'interculturalité dans les échanges économiques. En préparant cette rencontre et en discutant avec les différents intervenants que vous allez entendre dans quelques secondes, j'ai eu l'occasion de me rendre compte du rôle majeur que joue le rapprochement culturel ou parfois les différences culturelles dans le monde des affaires. Alors, car rien n'est plus compliqué entre des pays qui sont eux-mêmes si différents entre eux, qui sont à la fois si proches de nous géographiquement, avec lesquels nous partageons tant, et en même temps qui sont si éloignés dans la façon justement de faire des affaires. C'est vrai, la récente annonce de grands contrats emblématiques dans les pays du Golfe est venue nous montrer la relation commerciale qui existe entre la France et le monde arabe est extrêmement dynamique. Elle est même sur une pente croissante. L'an dernier, la France a réalisé 57 milliards d'euros d'échanges avec ces pays, ce qui représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. En 10 ans, ce chiffre a progressé de près de 50%. C'est bien, et on peut y voir beaucoup de raisons, que ce soit la croissance économique soutenue dans ces pays, que ce soit aussi la démographie qui est forte. Donc des bonnes raisons de croire à cette croissance de nos échanges avec des pays qui représentent près de 330 millions d'habitants. On peut évidemment que se réjouir de ce courant d'affaires, mais au risque de jouer un peu les grincheux, force est de constater que cette relation économique reste encore faible. Comme le disait il y a quelques mois ici même notre ministre des Affaires étrangères, nos échanges économiques ne sont pas à la hauteur de l'excellence des relations politiques entre les pays arabes et la France. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans quelques minutes en abordant le thème de interculturel et en y voyant une des raisons peut-être de cette place qui est encore sous-estimée sur le plan économique. Pour en parler, il nous fallait des acteurs économiques. Jack Lang vient de vous présenter quelques intervenants. Je voudrais dire un petit mot à propos de chacun. Nous accueillons ce matin donc 4 témoins, 4 grands témoins, 4 acteurs de la vie économique, 4 personnalités qui au quotidien, par leur parcours, par leur double culture, aussi par leurs expériences très variées, par leur profondeur de réflexion, vont nous aider à comprendre le rôle que joue l'interculturalité, qui est un des points clés, pour ne pas dire aussi qui peut être le principal obstacle dans les échanges économiques. Je vais leur demander de nous livrer leur vision des différences culturelles dans le monde des affaires et bien sûr nous dire comment, au quotidien, on peut surmonter ces différences pour établir une relation de confiance et même des relations personnelles. Alors je vous présente donc notre invité, Inji Chaloup, bonjour. Vous êtes, on l'a dit, la présidente directrice générale du groupe Étoile, vous êtes la directrice artistique d'Inji Paris. Pour résumer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, on peut dire sans se tromper que vous êtes la grande prêtresse de la mode au Moyen-Orient. Vous avez créé le groupe Étoile il y a 32 ans, vous en avez fait une success story, vous êtes à la tête de 80 boutiques, d'une ancienne multimarque et de la marque Inji Paris. Vous êtes franco-libanaise, vous êtes donc dans cette double culture. Vous êtes aussi, je le signale, depuis 2014, l'une des contributrices de Voices sur le site style.com Arabia. C'est une initiative qui vise à repousser les barrières culturelles dans le domaine de la mode au Moyen-Orient comme à l'étranger. Hakim El Karoui, bonjour. Vous êtes vous aussi dans la double culture franco-tunisien. Alors je rappelle, vous êtes diplômé de Normal Sup. Vous avez été conseiller de Jean-Pierre Raffarin, pardon. C'était à Matignon. Vous êtes passé ensuite par la case Bercy. Puis après quelques années dans la banque, eh bien, vous avez rejoint le cabinet Roland Berger Stratégie, où vous êtes partenaire. À ce titre, vous conseillez des gouvernements, des entreprises. Vous connaissez très bien la plupart des pays arabes. À noter que vous avez pris plusieurs initiatives sur le plan culturel. Vous êtes un des fondateurs du club du XXIe siècle, ainsi que du Forum Young Mediterranean Leaders. Et puis, je signale que vous êtes également membre du projet Aladdin, qui fait la promotion du rapprochement interculturel. Parmi les différents ouvrages que vous avez signés, je voudrais signaler Réinventer l'Occident, je crois que c'était en 2010, et qui touche notamment au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tout au bout, à ma droite, Mohamed Jeddah, bonjour. Vous êtes originaire du Qatar, mais vous connaissez la France très bien. Vous la connaissez même par cœur, puisque vous avez fait une partie de vos études. Vous connaissez la culture française et bien sûr le monde des affaires, puisque vous êtes aujourd'hui le directeur général de Jeddah Group, un groupe industriel fondé par
un de vos aïeux, c'était à la fin du 19e siècle. Mohamed Jeddah, vous êtes également passionné d'entrepreneuriat et ce n'est pas un hasard si vous avez été élu président de l'Organisation des entrepreneurs du Qatar dans les années 2012 à 2014. Alors vous allez nous expliquer, vous qui parlez couramment le français, l'espagnol, l'anglais et l'arabe, comment on fait pour avancer une entreprise familiale dans laquelle travaillent des employés, si j'ai bien compris, qui viennent du monde entier, des quatre coins du monde, car l'interculturalité, ça se pratique aussi évidemment au sein d'une entreprise, et vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Enfin, nous accueillons Morgane Marchand. Bonjour, vous êtes consultant, formateur en management international chez Sherpa Formation. Auparavant, vous avez été expatrié, responsable de projet pour des institutions internationales au Moyen-Orient. Depuis 10 ans, vous avez pris l'habitude d'organiser des séminaires de management et des missions de conseil pour des grands groupes et des organisations internationales. Alors, vous intervenez à la fois pour des comités exécutifs, des membres de comités de direction de grands groupes, mais aussi pour des managers opérationnels et pour des équipes de terrain. Vous allez nous dire tout à l'heure, au fond, quelles leçons, quelles problématiques vous rencontrez lorsque vous organisez ce type de séminaire. Tout de suite, je voudrais laisser la parole à M. El-Karoui pour qu'il nous dresse un panorama de la région. J'ai dit tout à l'heure que nos échanges avec les pays du monde arabe avaient augmenté depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est le cas pour l'ensemble de la région? Est-ce qu'il ne faut pas faire certaines différences? Bonjour Eric Scholl. Merci Alima d'organiser cette matinée de réflexion sur un sujet qui est à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'on se dit que la France, on sait ce que c'est, que le monde arabe, on sait ce que c'est. Compliqué parce que d'une certaine manière, sur le plan économique, le monde arabe, ça n'existe pas. Alors, si on regarde les échanges, effectivement, vous avez parlé de 57 milliards d'échanges entre la France et le monde arabe, 50% d'augmentation en 10 ans. On se dit que c'est quand même pas mal pour un pays, la France, qui a du mal avec son commerce extérieur. Le problème, c'est que les échanges du monde arabe avec le reste du monde, eux, ont augmenté plutôt de 100%. Donc 50% d'accroissement des échanges français, c'est bien, sauf que ça veut dire qu'on a perdu la moitié de nos parts de marché. Pourquoi est-ce qu'on a perdu la moitié de nos parts de marché? Pour des raisons structurelles, évidemment, à l'offre française, des problèmes de compétitivité, des problèmes d'adéquation des produits avec les marchés, des problèmes aussi de capacité à vendre à l'international, et puis aussi parce que le monde arabe a ouvert, un peu comme toutes les grandes aires économiques aujourd'hui, a ouvert l'éventail de ses fournisseurs. Ces fournisseurs ne sont plus seulement occidentaux, ces fournisseurs sont de plus en plus émergents, et ces fournisseurs viennent de plus en plus, ces fournisseurs et ces clients viennent de plus en plus d'Asie, d'Amérique avec le Brésil. Et puis on commence à voir un petit courant d'affaires entre l'Afrique et le Golfe, une partie du monde arabe faisant évidemment partie de l'Afrique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je le disais, c'est que le monde arabe, sur le plan économique, vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est l'ère culturelle. Il y a une ère culturelle, évidemment, extraordinairement homogène. Même langue, même culture, même organisation sociale, pratiquement même religion du Maroc jusqu'à l'Est, enfin jusqu'au pays du Golfe. Et en même temps, en matière d'intégration économique, il n'y a aucune intégration économique. Vous prenez les pays du Maghreb qui sont incroyablement proches. Les pays du Maghreb font entre 3 et 5% de leur commerce extérieur. Je vous rappelle que les pays européens font entre 50 et 70% de leur commerce extérieur entre eux. Il y a extrêmement peu d'échanges entre les pays du Golfe et les pays du Maghreb, quelques investissements, notamment au Maroc, finalement très peu en Algérie et très peu en Tunisie, mis à part un opérateur télécom. Il y a des échanges importants entre le Golfe et l'Égypte. L'Égypte est devenue vraiment, a été intégrée à la zone économique du Golfe. Il n'y a aucun échange entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient connaissant, enfin on parle du Liban, Syrie, Irak, connaissant par ailleurs des problèmes géopolitiques et militaires et sécuritaires comme on le sait aujourd'hui. Et donc on a un problème puisque le monde arabe n'a pas d'intégration, ce n'est pas un ensemble économique régional. Du coup, développer des échanges et avoir une stratégie entre la France et un ensemble économique régional aussi disparate, c'est très compliqué. Et puis, donc il n'y a pas d'échange entre les pays du monde arabe, et puis il y a des dynamiques économiques à l'intérieur des pays du monde arabe qui sont elles-mêmes extrêmement diverses. Les pays du Maghreb ont eu des croissances aujourd'hui qui sont compris entre 1 et 3%
par an, ce qui est très faible par rapport à leur dynamique démographique, puisque la démographie de ces pays croît entre 1 et 1,5% par an, des difficultés structurelles de réinvention de leur modèle économique. Le Maroc, depuis 15 ans, est en train de réinventer son modèle économique, la Tunisie pas du tout, et l'Algérie non plus. L'Algérie a des problèmes spécifiques aujourd'hui avec la baisse, évidemment, des prix du baril, et un modèle économique qui est quand même fondé beaucoup sur des subventions. La Libye, on laisse de côté. L'Égypte est en train d'essayer de relancer les investissements en modifiant considérablement son code des investissements pour attirer des investisseurs étrangers. Mais il y a des problèmes de sécurité et il faut un petit peu de temps. Les pays du Moyen-Orient ont les problèmes de sécurité qu'on évoquait. Et les pays du Golfe, eux, ont des dynamiques de croissance qui sont très fortes, mais qui sont d'abord très endogènes, qui rayonnent dans le monde entier, et finalement très peu dans le monde arabe. Donc, parler du monde arabe sur le plan économique, c'est un petit peu compliqué. Et sur le plan interculturel, est-ce qu'au fond, lorsqu'on veut faire des affaires avec ces pays, est-ce qu'on parle la même langue, celle des affaires ? Je ne sais plus quel ministre des Finances, je crois que c'était Thierry Breton, parlait de la grammaire des affaires. J'ai vu que l'actuel ministre de l'économie en reparlait aussi. Oui, il y a vaguement une grammaire des affaires qui est qu'à peu près tout le monde veut gagner de l'argent. Après, la question, c'est comment on fait et avec quelle organisation. Et je crois que dans le dialogue entre la France et le monde arabe, si on regarde de point de vue culturel, il y a deux difficultés. Il y a une difficulté des Français pour comprendre le monde arabe, notamment pour comprendre la faiblesse de l'État. Et puis il y a une difficulté des Arabes vis-à-vis des Français, parce que, pardon de le dire, mais je crois qu'il faut le dire, les Français, quand ils viennent dans le monde arabe, et pas que dans le monde arabe, ils sont encore un tout petit peu arrogants. Tout petit peu arrogants parce qu'ils ont le sentiment au Maghreb d'être chez eux. Ils ont le sentiment, dans les pays du Golfe, d'avoir vraiment les meilleurs produits, que ce soit dans les utilities, dans l'énergie, ou que ce soit dans les produits de consommation comme le luxe, dont Mme Chaloub parlera mieux que moi. Et ils font parfois, et même assez souvent, un certain nombre d'erreurs, notamment dans la relation avec le partenaire ou avec le client, et puis dans la compréhension de l'environnement. Si on regarde un petit peu, puisqu'on parle de l'interculturel, on va parler de la culture arabe. La culture arabe, moi je suis très ami avec un grand auteur qui aujourd'hui fait un petit peu polémique, qui s'appelle Emmanuel Todd. Emmanuel Todd a défini superposé la carte de systèmes familiaux avec la carte des systèmes politiques. Qu'est-ce que ça dit sur le monde arabe ? Le monde arabe a un système familial qui est très spécifique et qui, en gros, lui est spécifique. Du Maroc, ça va un tout petit peu au-delà du monde arabe, puisque en Iran et au Pakistan, c'est le même. Ce système, c'est quoi ? C'est un système, si on veut le caricaturer, on dirait que c'est un système tribal. Système tribal, très très forte solidarité entre les frères, relation assez autoritaire dans la famille, ce qu'on voit traditionnellement, dans les familles traditionnelles, par la corésidence entre les petits-enfants, les enfants et puis les grands-parents, inégalité structurelle entre les hommes et les femmes, qu'on voit très très bien dans la règle d'héritage, les femmes héritent la moitié de ce qu'héritent les hommes, et ce que ça produit dans l'espace public, c'est précisément qu'il n'y a pas d'espace public. Quand vous regardez la géographie du monde arabe, quand vous regardez la géographie des villes arabes, quand vous regardez même l'architecture des maisons arabes, vous vous rendez compte que tout le monde est fermé sur lui-même. La maison arabe dans la ville traditionnelle, il y a des grands murs quand on est dans la rue, puis quand on rentre dans la maison s'ouvre sur le ciel. Elle est fermée sur le monde, ouverte sur elle-même. C'est l'image des sociétés arabes. Vous regardez la géographie des villes arabes, là aussi traditionnelles, il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace public dans le monde arabe. D'ailleurs, partout dans le monde arabe, un petit peu moins dans le Golfe, quand vous vous promenez dans la rue, vous dites, mais pourquoi est-ce que c'est sale comme ça ? Vous rentrez dans les maisons, c'est incroyablement propre. Les gens ne sont pas sales. Ils considèrent juste que ce qui n'est pas à eux est à personne. Vous êtes en Occident, ce qui n'est pas à moi est à tout le monde. Ce n'est pas exactement la même vision de l'espace public. Cette vision de l'espace public, elle a un impact sur l'organisation des institutions. L'État est faible dans le monde arabe. Parce que l'État dans le monde arabe, c'est finalement ce qui arbitre les relations de pouvoir entre les grands groupes. Les grandes villes, en fait, les grandes tribus. Et du coup, vous êtes dans un système où vous allez vous retrouver face à des interlocuteurs institutionnels qui ne vont pas avoir forcément, comme nous on peut l'imaginer, l'idée de la loi, de l'intérêt général. Ils vont avoir d'abord et avant tout l'idée de l'arbitrage et de la régulation du rapport de force. Et du coup, la relation interpersonnelle est extrêmement importante, beaucoup plus importante qu'ici. Alors, pour certains, on va dire, mais c'est de
il y a de la corruption. Il y a de la corruption dans le monde arabe, il n'y en a pas que dans le monde arabe, il y en a ici aussi malheureusement, mais c'est surtout une relation à l'État qui est un petit peu différente. Et du coup, quand on fait des affaires dans le monde arabe, il faut qu'on comprenne d'abord que l'État est faible et que les gens qui sont proches de l'État, eux, sont forts. Et donc la relation personnelle est essentielle et la relation avec des gens qui sont des conseillers est aussi essentielle. Mais ces conseillers ne viennent pas de nulle part. Ces conseillers, en général, ont réussi à construire des relations de confiance avec les gens qui décident. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, quand on veut faire des affaires dans le monde arabe, de rentrer sur le marché, parce qu'on ne sait jamais à qui il faut parler. On se rend bien compte rapidement qu'il faut parler à des gens, mais on ne sait jamais exactement à qui parler. Ce qu'il faut faire, c'est construire de la confiance. Et pour construire de la confiance, il faut éviter, je reviens à mon premier point, d'être trop arrogant. Voilà. Je vais passer la parole dans un instant à Mme Chaloub pour la faire réagir, mais quand même, vous dites l'État est faible. Est-ce que l'État de droit, ça existe? La notion de contrat, lorsqu'on signe un contrat, est-ce qu'on entend la même chose lorsqu'on signe un contrat entre ici et un de ces pays? Alors formellement, oui, évidemment qu'on entend la même chose. Il y a des cultures juridiques alors qui sont francophones dans une certaine partie du monde arabe, plus anglophones dans une autre partie du monde arabe. Il n'y a pas de remise en question par l'État des contrats, enfin, sauf dans certains États faillis. Par contre, il peut y avoir des évolutions législatives, un manque de régulation des rapports de force économiques, une tendance à laisser des monopoles ou des oligopoles s'installer beaucoup plus facilement, et avec très souvent, derrière ces oligopoles ou ces monopoles, des gens qui sont très proches du pouvoir. Merci. Madame Chaloub, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une entreprise qui fonctionne, qui marche très bien, que vous avez installée, que vous avez créée il y a maintenant 32 ans. On parle souvent des pays arabes, mais vous estimez qu'il faut faire une distinction effectivement entre ces pays, ou en tout cas entre différentes zones au sein de la région arabe? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, bonjour Eric, et merci de m'avoir convié à Lima. Effectivement, aujourd'hui, je voudrais vraiment faire une petite distinction géographique de la région. Le Moyen-Orient et l'ensemble des pays qui forment le monde arabe. Il s'étend de l'océan Indien, le sultanat d'Oman et le Yémen, et va jusqu'à la Méditerranée, la Syrie, le Liban, la Palestine, ce que les orientalistes français appelaient les pays du Levant, tels que Lamartine. Le Moyen-Orient représente aujourd'hui 306 millions d'habitants et regroupe 2 régions. Nous avons les 7 pays du Golfe que nous connaissons, avec une population à peu près de 52 millions d'habitants, et d'autre part le Proche-Orient, qui, comme on l'a dit, c'est la population de la Syrie, le Liban, la Palestine. De plus, sur la lisière de ces 2 régions, nous avons 3 pays qui sont l'Irak, la Jordanie et l'Égypte. Donc déjà, quand on fait ces distinctions, on comprend qu'il y a différentes mentalités et qu'on ne peut pas confondre le Proche-Orient et le Moyen-Orient et le monde arabe qui englobe toutes ces régions. Dans ces pays du Moyen-Orient, nous avons des points de convergence et des points de divergence. Je citerai quelques points de convergence qu'on connaît tous. Bien sûr, la langue arabe, qui est une langue parlée dans tout le monde arabe et écrite, avec certaines distinctions dans les dialectes, des fois. Et puis, un autre point de convergence que je pourrais citer, bien sûr, c'est la population qui est en pleine croissance, puisque en l'an 2000, nous avions 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes, comme on l'a vu, 306 millions. Et le monde arabe en l'an 2020 aura à peu près 350 millions d'habitants. Un autre point de convergence, je dirais, c'est une population très jeune. Nous avons à peu près plus de 58% de moins de 30 ans. Et ça, c'est un phénomène assez exceptionnel parce que on le verra pour les consommateurs et pour les produits
qui sont destinés au Moyen-Orient. C'est une population qui se renouvelle beaucoup et qui est très jeune. Parmi les divergences que je pourrais citer, nous avons une certaine dépendance qui est quand même assez importante dans les pays du Golfe vis-à-vis de la main-d'œuvre d'expatriés, alors que les pays du Levant et l'Égypte sont principalement basés sur les populations nationales. On peut citer 88% d'expatriés aux Émirats et au Qatar, alors que dans les pays du Levant et en Égypte, les expatriés sont très rares. Le PIB par capita est également un autre point de divergence que je pourrais citer, puisqu'il est très fort dans la plupart des pays du Golfe, principalement au Qatar, comme on le sait tous. Le Qatar a un PIB par capita qui est le plus élevé au monde. Ces pays du Golfe ont une population diversifiée, avec plus de 200 nationalités, générant un très fort melting pot. Dans certains pays du Golfe, ce qui oblige à une adaptation culturelle en termes d'outils marketing, en termes de services, puisque chaque nationalité a des attentes très particulières. Au travers d'une étude menée par le groupe Chaloub dans le secteur de la mode et des accessoires, nous avons pu identifier 3 sortes de consommateurs dans les pays du Golfe. Nous avons les consommateurs du sous-continent indien, qui sont, eux, plus pragmatiques et qui sont guidés par le fait d'en avoir besoin. Donc, j'ai besoin, j'achète. Une deuxième sorte de consommateurs qui sont les Européens ou les Occidentaux, qui, eux, sont fortement influencés par le prix et par les soldes. Et puis, on a finalement le consommateur local qui lui achète pour le plaisir, quand j'en ai envie. Tout ceci pour vous dire que ce sont des marchés complexes et que pour pouvoir les pénétrer, il faut comprendre les mentalités, les mœurs et coutumes, et peut-être même parler la langue. Voilà un petit peu le topo que je voulais vous faire, parce que c'est important quand même de distinguer les différentes mentalités. Et pour pouvoir mieux réussir, c'est important de distinguer cela. Merci. Mais alors, justement, lorsqu'on parle d'interculturalité, on parle tout à l'heure, Hakim El Karoui en a parlé, on parle de temps, de relations de confiance. Tout ça demande effectivement du temps. Est-ce que le temps, c'est finalement la clé d'une bonne entente commerciale ? Tout d'abord, les pays du Golfe, je voudrais le mentionner, Eric, ont effectivement une vision à long terme. Et ceci est très important dans les relations que nous avons avec ces pays-là. Mais aussi et surtout une vision globale, principalement les Émirats et le Qatar. Ces pays ont des économies solides, comme on l'a vu, telles que citées, mais ils ont aussi des projets de grande envergure dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Ils ambitionnent de devenir à l'horizon 2030 un hub touristique, culturel et éducatif. Je peux vous nommer quelques exemples, je dirais. Nous avons bien sûr toute une infrastructure hôtelière qui a été très présente. Les anglo-saxons, les Américains notamment, ont beaucoup de projets. Et aujourd'hui, le groupe Accor, qui a fait des investissements très solides dans le secteur, s'est installé. Mais aussi, nous avons des espaces retail qui sont les plus grands malls que vous connaissez, Dubai Mall, bien sûr, les plus grands malls du monde. Puis, au travers d'événements comme le DSF, le Dubai Shopping Festival, le Dubai Duty Free Tennis, le Dubai World Cup,
la Formule 1, le Rugby 7, l'Expo 2020 à Dubaï et la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 au Qatar. Tout ceci pour vous dire que dans le monde, dans ces pays du Golfe, il y a une vision globale et internationale. Puis nous avons bien sûr toutes les institutions culturelles. Comme vous le savez, à Abu Dhabi, 5 musées avec les plus grands architectes de ce monde. Le Louvre par Jean Nouvel, qui était prévu en 2015 et qui a été reporté. Le Guggenheim avec Frank Gehry en 2017. Le Performing Arts Center avec Zaha Hadid. Le Sheikh Zayed National Museum de Foster 2016. Le Maritime Museum de Tadao Ando. Puis à Dubaï, nous avons le musée du futur qui vient d'être, ce musée du futur qui est prévu en 2017, qui est dédié à l'innovation et la technologie de Opera District en 2016. Puis à Doha, nous avons également, comme vous le savez, Jean Nouvel avec le musée national du Qatar aussi, qui est prévu en 2016, le musée d'art islamique qui a été inauguré en 2008, le Mathaf, musée d'art moderne, et voilà, je vous en citerai bien d'autres, mais toutes ces initiatives autour de l'art et de la mode et du film également. Comme vous le savez, il y a les expositions qui vont générer 25 millions de visiteurs en 2020, et nous avons également les films festivals d'Abu Dhabi, Doha, de Dubaï, les films festivals de Dubaï et d'Abu Dhabi. On a le Art Fair de Dubaï, le Design Days à Dubaï, le Fashion Forward, Dubaï Design District. Donc beaucoup d'initiatives culturelles, touristiques, éducatives pour que cette région du monde prenne sa place dans un monde global. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de temps. Vous-même, vous avez développé depuis des années des nouveaux marchés dans les pays du Golfe et un peu ailleurs. Vous connaissez les entreprises françaises. Est-ce que vous pensez qu'elles ont cette vision à long terme, qu'elles ont suffisamment cette vision à long terme? Tout à l'heure, on a parlé d'arrogance d'entreprises françaises. Est-ce que c'est ce que vous pouvez ressentir de temps en temps lorsque vous promenez dans sa région? Écoutez, déjà, vous avez une population avec 200 nationalités. Donc, si vous voulez, vous avez en fait plusieurs approches. L'approche un petit peu des pays occidentaux et l'approche des anglo-saxons par rapport à ces pays. Donc, il est difficile de ne pas parler d'arrogance, mais je dirais même de l'Occident vis-à-vis de ces pays, pas uniquement de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, je crois qu'il est important de comprendre toutes les mentalités et de s'intégrer pour pouvoir vraiment pénétrer ces marchés-là. Et comme je vous le disais, la patience, la persévérance, mais aussi la transparence dans les affaires, qui est très importante. Aujourd'hui, on a un monde, des fois, je dirais, d'affairistes qui arrivent, qui pensent que du jour au lendemain, ils vont pouvoir créer un petit monde à eux, ce monde des affaires, et puis avoir une vision à court terme. Non, je dis non, parce que ces pays-là, il faut vraiment les comprendre pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir vraiment offrir un business à long terme, être vraiment dans la transparence au business, comprendre que ces pays aussi travaillent le personnel et le professionnel d'un même comment dirais-je,
C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre le personnel et le professionnel. Ce sont des familles, des tribus à l'origine dans ces pays du Golfe. Et le personnel est très important. On ne peut pas vraiment faire une distinction entre le personnel et le professionnel. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre cette discussion avec Mohamed Jeddah, justement pour avoir une vision de l'intérieur de l'entreprise. Alors Mohamed Jeddah, vous, lorsqu'on s'est parlé pour préparer ce petit déjeuner, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'au fond, vous auriez très bien pu ne pas connaître du tout la France, mais en 1981, votre père, chef d'entreprise, a acheté un appartement. Il a hésité entre la Suisse, la France, et puis il a acheté un appartement à Paris. Et puis, il vous a inscrit, vous avez passé votre scolarité à Doha, au lycée français de Doha, et puis vous avez fait vos études en France, et vous avez gardé ce lien important avec la France. Vous me disiez avoir lu les auteurs français, gardé aujourd'hui ce lien particulier. Vous êtes retourné à Doha en 2004, et puis vous avez repris l'entreprise familiale, vous en occupez aujourd'hui à la direction générale. Dans cette entreprise industrielle qui a maintenant une grande tradition, puisqu'elle est née au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, vous employez 850 personnes. Et vous me disiez, dans les 850 personnes, on compte 50 nationalités. Alors ça, c'est une mosaïque. Comment fait-on pour manager un personnel avec des origines aussi diverses? Vous me disiez que vous aviez des Chinois, des Népalais, des Philippins, et puis les gens des pays du Golfe. Comment vous pratiquez finalement ces relations interculturelles au quotidien dans une entreprise? Alors, premièrement, bonjour. Merci pour ce panel et je suis honoré de faire partie de ce panel et de cette discussion. Alors déjà, premièrement, cette multiculturalité n'est pas spécifique au groupe Jeddah, c'est vraiment très répandu dans le monde du Golfe. D'ailleurs, pour le Qatar, on en parle tous les jours avec la Coupe du Monde de comment les Qataris traitent les étrangers, les expatriés, surtout d'Asie. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé depuis les années 40 où, au final, comme on est des pays en construction. Les pays du Golfe, c'est des pays qui, même s'ils ont une histoire qui est assez longue et assez intriquée entre les uns et les autres par rapport aux guerres et par rapport à la pardon, je perds mon français aujourd'hui. Vous avez compris ce que je voulais dire. La colonisation. Le fait est que ces pays-là ont été construits à partir de la découverte du pétrole. Mais c'est aussi des pays qui ont très peu de know-how disponible à l'intérieur du pays, et donc ils ont dû importer la connaissance de tous les pays du monde. Ce qui fait qu'on a eu, la plupart des compagnies, la plupart des entreprises gouvernementales, même dans le gouvernement, les ministères sont remplis de gens qui ne sont pas forcément qataris. Et de ce fait, ça devient... vous posiez la question tout à l'heure par rapport aux échanges dans le monde, dans le monde arabe. C'est vrai qu'on est ouvert, on est très ouvert. Il y a très peu de... même si culturellement, comme M. El Karaoui expliquait, c'est vrai que culturellement, nos maisons, nos villes sont très fermées à l'extérieur et ouvertes à l'intérieur. Économiquement parlant, on est très ouvert à l'extérieur et très renfermé à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on interviewe, une des premières choses qu'on pose, comme une des premières questions qu'on pose, c'est
vous venez d'où, quel est votre pays d'origine. C'est très important. Ça place la personne. Alors que c'était vraiment un choc pour moi en revenant de l'université ici. On nous apprend un CV, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas. Et par contre, au moins dans le Golfe en tout cas, c'est quelque chose de très important. La nationalité, c'est la première chose qu'on demande. L'âge. On essaie toujours de définir la religion. C'est une partie très importante. Même dans l'islam, comme vous savez, il y a plusieurs... il y a les chiites, les sunnites, etc. Et donc, ça devient un exercice de style, de savoir et de comprendre, pour comprendre si la personne en face de nous peut nous comprendre et peut s'intégrer avec le reste de l'environnement. Je vous disais, 50 nationalités. Quelle est la langue de travail dans l'entreprise ? L'anglais, c'est la langue officielle en termes de business. L'arabe reste la langue officielle au Qatar, mais ce qui oblige le gouvernement à faire toutes leurs annonces ou en arabe et en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement ce que c'est que le groupe GEDA aujourd'hui ? Vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous êtes en relation d'affaires avec la France ? Alors le groupe GEDA, c'est un groupe qui pèse à peu près 250 millions d'euros. Comme vous l'expliquez, ça a commencé au 19e siècle par mon arrière-grand-père et ses frères. Ça s'est beaucoup développé au milieu des années 50. Et aujourd'hui, c'est 3 grandes divisions. C'est la division automobile. On est vraiment, pour vous expliquer, la plupart des grands groupes familiaux traditionnels sont vraiment des groupes, c'est des importateurs, c'est des agents de produits. Il y a une vraie valeur aux produits étrangers, les produits européens, produits français, produits américains ont une vraie valeur. C'est vraiment des signes de qualité. Donc, la plupart des grandes familles dans les années 50 sont allées en Europe, aux États-Unis, signer des accords. Donc, le groupe GEDA, c'est quelque chose de très proche de ça. On a donc une division automobile. On représente une marque qui n'est pas très connue en Europe, Chevrolet. Bien qu'à l'origine, c'est un Suisse qui a créé Chevrolet. Ensuite, on est aussi les plus grands distributeurs en équipement industriel au Qatar. On représente aussi d'autres grandes marques japonaises, américaines et européennes. Et dans tout ce qui est bâtiment, construction, produits de construction de bâtiments. Je disais tout à l'heure, vous avez un parcours, pour rester très français, un background très français, et en même temps, aujourd'hui, vous ne travaillez pas très peu avec des entreprises françaises. Alors, oui, effectivement, c'était la deuxième partie de votre question. Non, les sociétés françaises, je pense que pendant très longtemps, ont vraiment fui le monde arabe. Au début des années 2000 ou mi-années 2000, ça a été... je pense que faire du business à l'étranger, ça coûte de l'argent. C'est pas aussi simple que d'arriver et de dire bon, on est là, on va faire du business. Et du coup, les sociétés françaises, je pense qu'elles ont fait un choix au début des années 2000, et c'était vraiment la Chine. La Chine a été le gros focus des sociétés françaises. Et c'est vrai que depuis 2010, il y a vraiment eu un intérêt sur le Moyen-Orient, beaucoup plus qu'avant. Mais ça a vraiment commencé avec beaucoup de sociétés, plus les très très grandes sociétés, et c'était plus des accords intergouvernementaux. Bon, on ne va pas parler de Dassault, mais c'est surtout, par exemple, Areva, Vinci. Ils sont vraiment venus, mais c'était vraiment des accords beaucoup plus intergouvernementaux que des accords avec
avec des privés. Et c'est ça, ça revient à un des thèmes principaux de la discussion aujourd'hui, qui est la confiance. Établir une confiance, venir travailler au Moyen-Orient, déjà dans le Golfe, on ne peut pas ouvrir une société, à part à Dubaï, dans les free zones, on ne peut pas ouvrir, une société étrangère ne peut pas venir s'installer indépendamment, il faut qu'il y ait un partenaire. Donc le choix du partenaire est un choix important. Beaucoup de sociétés françaises, en tout cas j'ai eu cette impression, ne voulaient pas passer dans cette phase. Donc c'était beaucoup plus simple de faire des accords intergouvernementaux quand on est une très grande société, parce que ça nous permet d'avoir des exceptions, de venir sur un projet spécifique et repartir quand c'est fini. Ça évite d'avoir un coût de recherche et un coût d'installation. Ça évite, et je pense que les sociétés françaises voulaient pas forcément prendre cet effort-là, ne sachant pas où est-ce que ça allait aller. Et je pense que les PME aussi avaient ce problème-là, parce que ça fait peur. Le Moyen-Orient, c'est une région qui est totalement différente, c'est une mentalité qui semble être très différente, et c'est aussi une langue qui est aussi différente au final, parce que même si on sépare l'Afrique et les pays arabes de l'Afrique et les pays arabes de l'Asie, les pays arabes de l'Afrique restent des pays très francophones, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Les pays du Golfe, spécifiquement, sont très anglophones de par leur histoire. Et du coup, je pense que pour beaucoup de PME, c'était encore une barrière en plus pour leur accès sur les pays du Golfe. Je voudrais vous poser une question peut-être très utilitariste, mais au quotidien, dans votre vie professionnelle, quel avantage tirez-vous en fait de cette double culture, de votre éducation française, Monsieur Géda? J'ai envie de commencer par dire aucune. Parce que, encore une fois, la France n'a pas été historiquement un grand partenaire du monde, je ne vais pas dire du monde arabe, mais du Golfe, au niveau économique. Mais, encore une fois, je pense que ça, c'est vraiment superficiellement aucune. C'est-à-dire qu'au jour le jour, ça ne m'avance pas beaucoup, mais fondamentalement, ça me met dans une position qui est très différente du reste des Qataris en général. Les Qataris sont très anglophones, beaucoup ont étudié en Angleterre, aux États-Unis. Pour moi, ma double culturalité avec la France m'a donné une vision, une façon de penser qui est très différente, qui me permet de réfléchir beaucoup plus en profondeur par rapport aux autres personnes qui sont beaucoup plus pragmatiques, on dira. Merci. Avant de passer la parole à Morgane Marchand, j'ai envie de vous poser la même question, Edith Chaloub. Au fond, au quotidien, comment vous utilisez cette double culture et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, toujours dans ce contexte économique, dans le domaine des affaires? Alors écoutez, dans le monde de la mode que je représente depuis plus de 30 ans avec ma mère, il est certain que la double culture que j'ai eue m'a beaucoup aidé, d'une part à comprendre la mentalité occidentale pour pouvoir un peu éduquer les consommateurs au Moyen-Orient, sur la sophistication des produits que nous pouvions importer d'Europe et notamment de France. Il est certain qu'en parlant la langue française aussi, en ayant été éduquée en France, ayant eu un parcours ici même, je pouvais mieux comprendre la communication, l'image que les produits de luxe pouvaient représenter. Et pouvant un peu faire ce bridge entre les deux cultures,
je l'ai mis à profit puisque connaissant un peu les consommateurs, étant moi-même très proche d'eux, j'ai pu justement utiliser à mon avantage cette double culture et aujourd'hui Inji Paris, en hommage à ma double culture, justement, marie l'Orient et l'Occident. Pour moi, c'est une force et je l'utilise à tous les niveaux. Merci. Je voudrais poser la même question à Hakim Karoui. Vous aussi, franco-tunisien, double culture. Est-ce que là aussi, c'est une force? Comment vous l'utilisez? La double culture, je pense qu'on l'a jamais complètement en fait, hein. Parce qu'on est quand même né, enfin en tout cas dans mon cas, on est né dans un endroit, on a été élevé dans un système de valeurs, le système éducatif, etc. On penche toujours plutôt d'un côté. Mais pour autant, on essaye de se rattraper et puis de travailler un petit peu pour connaître un peu mieux l'autre culture. Mais enfin voilà, il faut toujours être un peu modeste sur la double culture. Ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que en France, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur les enfants d'immigrés. Les enfants d'immigrés, notamment du monde arabe, font peur à tout le monde. Puis maintenant, c'est plus des enfants d'immigrés, c'est des musulmans. Et les musulmans aujourd'hui, c'est évidemment ce qui inquiète, ce qui fait peur, etc. Aux États-Unis, on considère que les enfants d'immigrés sont une chance pour les États-Unis, notamment dans la relation avec le reste du monde et notamment avec leur pays d'origine. En France, on a jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on n'a toujours pas compris que c'était une force. D'abord, on n'a toujours pas compris que leur intégration se passait extrêmement bien, sauf pour quelques-uns, parce qu'on voit toujours ce qui va mal et jamais ce qui va bien. Et on n'a jamais compris que sur le plan économique, mais aussi politique, même si c'est compliqué sur le plan politique, je vais y venir, on n'a pas compris que c'était une force. Il y a beaucoup de franco-maghrébins aujourd'hui dans le Golfe, à Dubaï. Il y en a aussi beaucoup à Londres. Ils vous disent tous, là-bas au moins on ne nous pose pas de problème, bon, même si très sincèrement j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément une perception de l'égalité absolue entre les uns et les autres. D'ailleurs ce qui est très drôle, c'est qu'au Maghreb et en Égypte, quand on parle des Arabes, on parle des gens du Golfe, et puis les gens du Golfe ont aussi un peu de mal à considérer que les gens du Maghreb sont des Arabes. Donc il y a petite discussion à l'intérieur du monde arabe. Mais quand même, en France, utilisons les forces vives françaises pour se projeter, notamment sur le plan économique, sur ces marchés-là, parce que c'est vraiment, malgré les petites incompréhensions, c'est vraiment un atout. Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole à Morgane Marchand. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, formateur, consultant. Vous conseillez des grandes entreprises qui veulent s'installer en région. Vous avez été vous-même basé 2 fois, à 2 reprises dans la région, une fois à Jérusalem, une autre fois au Yémen. Tout d'abord, je voudrais savoir, il y a semble-t-il une sorte de paradoxe. D'un côté, on a vu que les échanges commerciaux étaient en fort accroissement. Tout à l'heure, on disait que depuis 2010, il y avait un intérêt nouveau pour les entreprises françaises pour cette région. Et en même temps, on voit que cette région est aussi sujette à des soubresauts géopolitiques importants, à des tumultes qui peuvent faire peur dans le monde des affaires. Est-ce que tout ça est conciliable? Comment vous le voyez et comment réagissent les entreprises qui sont présentes sur place? Oui, bonjour. Effectivement, ces soubresauts rajoutent sans doute une couche de complexité ou de diversité au sein de la région. Vous l'avez déjà plusieurs fois noté. Il y a des éléments de convergence sur lesquels je vais revenir, mais il y a, à première vue du moins, une très grande diversité au sein de la région. Premièrement, en termes managériels, l'évidence, vous l'avez noté, c'est à tout le moins entre 2 types de pays. Les pays du Golfe, du GCC, du Khalij, où au quotidien on travaille avec des dizaines de nationalités, et puis quasiment l'ensemble des autres pays de la région, où on va travailler des populations très homogènes, égyptiennes en Égypte, algériennes en Algérie, etc. Parmi les évolutions qui rajoutent des complexités, pour les grands groupes pour lesquels j'interviens beaucoup, il y a déjà des évolutions de fond, dont la longue durée, qui sont liées au changement organisationnel. Bien souvent, des questions qui se posent dans la région, c'est l'intégration à une organisation mondiale, à une synergie mondiale, qui va poser des questions en termes de structure organisationnelle et d'intégration des équipes locales à des choses comme des matrices, des choses comme ça assez compliquées. Et puis, de mon vécu,
et beaucoup de nos clients, les soubresauts actuels, depuis malheureusement de nombreuses années, vont conduire à une relocalisation de certaines activités, avec par exemple bien évidemment des pays comme le Qatar, les Émirats, où beaucoup de grands groupes concentrent leur direction régionale ou leurs hubs régionaux. Sur le Proche-Orient, ces toutes dernières années, j'y vais régulièrement, la Jordanie, Amman redevient une ville qui est hub régional. Donc ces soubresauts produisent des zones où il y a moins de business, seulement des business très, très particuliers malheureusement, et des zones où les activités se reconcentrent à nouveau. Donc ça rajoute une couche de complexité et de diversité au sein de l'ensemble de la zone. Dans le même temps, d'un point de vue très opérationnel et managérial, je suis également un grand lecteur des travaux d'Emmanuel Todd sur les systèmes familiaux et en management interculturel et international. On sait depuis longtemps que les systèmes familiaux influencent énormément, et d'une, comment on vit en société, et de deux, vous l'avez évoqué, comment on vit au sein d'un État, au sens large. Et puis, dans une entreprise, eh bien, ça influence fortement la conception du groupe, de l'équipe, et le rapport qu'on a à l'entreprise elle-même. Donc, les systèmes familiaux influencent très, très fortement le comportement organisationnel. Et donc, on va retrouver, en termes très opérationnels, des récurrences dans les situations managériales des grands groupes français dans la région. Ces récurrences liées à la fois à ce fonds anthropologique, sur lequel on pourra revenir, et puis des récurrences aussi liées aux des choses également très importantes, la manière dont souvent, comment les Français fonctionnent. Et ça produit assez souvent des étincelles entre les deux modes de fonctionnement. Oui, je vais me permettre de vous interrompre. Vous travaillez aussi, et vous avez même été basé à un moment en Chine. On disait tout à l'heure qu'au début des années 2000, les grands groupes français avaient leur focus sur le marché chinois. Et donc, c'est d'ailleurs posé à ce moment-là cette question interculturelle pour comprendre le marché chinois. Cette question se repose aujourd'hui sur la zone des pays arabes. Est-ce qu'elle se pose en même terme? En quoi elle est spécifique? Elle peut se poser souvent en des termes apparemment différents, en essayant de trouver des points communs, ou plutôt des récurrences, des thématiques qui reviennent assez souvent. Elles sont souvent de deux ordres. Première thématique, c'est la question, vous l'avez évoqué, de la relation et de manière plus générale, comment convaincre. Et sur comment convaincre, c'est effectivement la centralité de la question de la présence managériale. Dans des sociétés très segmentées, en termes sociologiques, effectivement, il faut créer la relation sur une base individuelle. Et cette présence, elle joue donc de la personnification de la relation. On ne traite pas d'organisation à d'organisation, d'entreprise à entreprise, mais d'être humain à être humain. Donc c'est de la personnification et c'est de la récurrence. Et c'est cette personnification et récurrence qui vont créer la présence, qui noue le lien de confiance. Et ça, c'est essentiel à la fois pour la création de la relation et l'entretien, et après tout ce qui va jouer en phase de négociation, par exemple. Donc cet aspect, comment convaincre. Et après, il y a l'aspect, managérialement, c'est comment faire les choses, et donc comment faire. Là, une des thématiques des grands groupes français dans toute la région, ça va être une opposition entre un style assez français, logique managériale qui est très bien étudiée maintenant, qu'on connaît bien, qui autour de la logique de l'honneur, avec un sens de la mission très fort qui conduit beaucoup de managers français à délivrer des instructions relativement engageantes mais vagues, floues. Par exemple Par exemple, les fiches de mission françaises ou les job descriptions françaises font facilement une demi-page, là où dans un monde anglo-saxon, elles en font 3 ou 4. Les entretiens annuels français sont souvent tournés vers des choses très fortes, mais très peu objectivées et très peu précises. Là où dans la région, la culture de travail fondamentale et l'influence anglo-saxonne concourent à avoir des choses beaucoup plus précises, des instructions qui vont être à la fois prescriptives, beaucoup plus nettes. La semaine dernière, j'ai travaillé notamment pour un grand groupe français qui avait intégré un collaborateur d'origine libanaise et qui m'a posé la question comme ça, au bout de quelques minutes. Il m'a dit « Morgane, je ne comprends pas pourquoi mon manager se désintéresse de moi. »
Et en fait, ça n'a pas été très très long. Au bout de quelques minutes, sa perception de désintérêt, c'était parce que son manager, lui, justement, lui donnait des instructions, des visions fortes, mais très floues. Et pour lui, c'était un désintérêt. C'était que son manager ne s'intéressait pas à son job, et donc sans doute n'avait que très peu de vision pour lui, en tant que personne. Donc ça crée d'un côté une sensation de désintérêt, et de l'autre côté, souvent côté managérial français, la sensation d'avoir passé les instructions, les attentes, et que finalement ça ne se réalise pas. Donc il y a une double frustration chacun de son côté. Cet aspect-là, il est vraiment fondamental. Et puis ensuite, il y a l'aspect autour à nouveau, organisationnel. On travaille beaucoup, par exemple, sur la mise en place d'organisations matricielles. Les Français sont assez forts pour concevoir des organisations au niveau du groupe qui vont lier le global et le local. Et là, avec des sociétés segmentées où on travaille beaucoup avec les gens qu'on connaît a priori, c'est assez difficile de vivre dans des environnements très, très, très abstraitement conçus, dans lesquels, en plus, on est souvent amené à travailler à distance. Voilà. Et ça, cette thématique de la distance, je l'ai connue il n'y a pas longtemps aussi dans la banque assurance, sur une petite entité, près de 50% des collaborateurs saoudiens étaient partis de la boîte parce que gérés à distance par quelqu'un qui était basé à Dubaï. Et donc cette distance géographique avait créé une distance managériale qui s'était conclue par le départ volontaire de pas mal de collaborateurs. Ça, au-delà de la diversité qu'on rencontre dans toute la zone, ça c'est typiquement des récurrences managériales et opérationnelles. Merci. On va passer la parole dans un instant à la salle. Auparavant, j'aurais voulu, Hakim El Karoui, vous entendre vous aussi peut-être sur l'impact que peut avoir la géopolitique en fait, dans les relations d'affaires. Est-ce qu'au fond, c'est une très mauvaise nouvelle, ces soubresauts géopolitiques? Et comment fait-on pour continuer à faire des affaires? D'abord, il y a une position conjoncturelle de la France qui s'est améliorée. Dans une partie du monde arabe, quand on fait des affaires, on pense que le monde arabe, c'est le Golfe. Donc c'est faux, hein. Le monde arabe, c'est le monde arabe. Au Maghreb, la position de la France depuis 2011, depuis la révolution arabe, s'est plutôt détériorée. Suite à un certain nombre d'incompréhensions, suite aussi à l'investissement très important américain et allemand dans des relations d'abord politiques, mais aussi du coup des relations économiques. Dans le Golfe, il y a un petit peu de rancœur saoudienne contre les Américains, suite aux discussions avec les Iraniens, suite aussi à la baisse des prix du pétrole. Les Saoudiens ont quand même le sentiment que les Américains ont fait jouer leurs intérêts et puis leur volonté d'affaiblir la Russie avant la préservation des intérêts saoudiens. Et du coup, il y a une volonté d'autonomie. Il y a un nouveau roi aussi. Et la volonté d'autonomie passe notamment par les grands contrats d'armement qu'on a vus récemment, qui visent à s'affranchir un petit peu de la relation quasi unilatérale avec les Américains. Cette volonté d'autonomie s'est aussi exprimée sur le terrain, puisque les Saoudiens ont bombardé le Yémen, pour montrer que l'Arabie saoudite était de retour et que les Arabes étaient de retour. Donc il y a une embellie géopolitique pour la France. On va voir ce qui se passe avec les Iraniens et si la relation se construit effectivement entre les Américains et les Iraniens, et surtout si ça dure, et si les Saoudiens ne trouvent pas leur place dans cette relation. Dans ce cas-là, la position de la France pourra être renforcée sur le temps long. Mais c'est pas sûr. Sinon, dans le reste au Proche-Orient, il n'y a pas de relation économique. Il y en a un petit peu au Kurdistan, parce que là, il y a un vrai flux d'affaires et puis il y a des ressources pour l'État. Il y en a un petit peu en Irak, malgré tout, parce qu'il y a des ressources pétrolières pour l'État et l'État a besoin de se renforcer. Mais ça ne donne pas des flux extrêmement importants, même si les Français ne sont pas particulièrement mal positionnés sur cette zone-là. Évidemment, en Syrie, il ne se passe rien, ou alors que de la contrebande. Le Liban ne va pas si mal que ça, parce qu'il il a assaini en partie ses finances publiques, et puis il y a des flux d'affaires, et puis les Libanais sont des entrepreneurs extraordinaires. Et en Égypte, la France n'a toujours pas repris pied. D'abord parce que le pays a eu de grandes difficultés, et en a toujours. Les affaires reprennent un petit peu, mais elles sont vraiment drivées par les pays du Golfe, qui ont considérablement investi dans la relance de l'administration saoudienne d'abord, et puis dans les futurs projets que le gouvernement égyptien est en train de présenter aux investisseurs.
Merci pour ce tour d'horizon. Dernière question à chacun des intervenants. Vous avez commencé à y répondre. C'est, avant de vous passer la parole, je voudrais savoir, au fond, est-ce que la France est attendue dans ces pays et quels atouts peut-elle mettre en avant pour faire fructifier sa relation d'affaires? Indy Chaloub. Absolument. Je pense que la France peut être attendue, mais j'aimerais qualifier ma réponse aux pays du Levant. Par exemple, les liens qui lient le Liban et la France sont historiques et émotionnels. Nous avons par exemple 50 000 élèves qui sont scolarisés dans des établissements francophones et 2500 étudiants qui passent leur bac français tous les ans. Par contre, au Golfe, je ne suis pas une experte à travers les secteurs, mais je pense que la France peut se positionner comme une alternative au modèle anglo-saxon qui est bien présent, évidemment. C'est une évidence dans les secteurs qui me tiennent à cœur, tels l'éducation, la culture, le secteur culturel et le marché du luxe. Dans le secteur de l'éducation, nous avons 4 lycées aux Émirats, l'INSEAD à Abu Dhabi, la Sorbonne, HEC au Qatar en 2010, à la demande express de Cheikh Hamza, le programme de Sciences Po à Menton, que je voudrais citer, dans lequel le groupe Chaloub est sponsor, et ESMOD à Dubaï. Pardon. Dans le domaine, ça c'est dans le domaine éducatif. Dans le domaine, sur le plan culturel, je voudrais mentionner que le Louvre d'Abu Dhabi a une licence de marque de 30 ans sur le nom du Louvre, des prêts d'œuvres sur 10 ans, la coordination du projet pendant 15 ans, afin de permettre au Louvre d'Abu Dhabi d'entrer dans le circuit des musées internationaux. D'autre part, les acquisitions sont dotées d'un budget de 40 millions d'euros par an. Donc, encore une fois, une vision à long terme pour ces pays du Golfe. Et pour ce qui est du marché du luxe, nous avons une étude qui a été faite par le groupe Chaloub sur les marques françaises. En fait, dans le secteur de la mode et de la beauté, nous avons constaté une pénétration de 40%, ce qui montre bien que ce marché est bien dominé par les produits français. Donc, est-ce qu'elle est attendue, la France? Elle l'est, mais la véritable question est la suivante. Est-ce qu'elle répondra aux attentes du Golfe? Merci, Monsieur Géda. Vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, mais au fond, est-ce que la France a des atouts en particulier à jouer dans la région? Alors, j'ai beaucoup de commentaires là. D'abord, je voudrais juste donner un point de vue du Qatar par rapport à la situation géopolitique entre la France et les pays du Golfe, ou spécifiquement le Qatar. Déjà, de un, je pense que le premier... et je parle en termes de population ici et pas en termes intergouvernemental, la population voit la France comme... Alors déjà, bien sûr, un très beau pays. Les Qataris et le Golfe adorent venir en France pour passer des vacances, mais il y a cette impression que aujourd'hui en France, quand on regarde des informations, c'est le problème du voile, le problème de la religion, le problème des immigrés maghrébins qui sont aujourd'hui en France et qui ont du mal à être acceptés. Et d'un autre côté, on voit aussi un refus des investissements du Golfe. Spécifiquement pour le Qatar, on est le grand méchant loup dernièrement. On a cette impression que on est les bienvenus, mais on n'est pas vraiment les bienvenus. On est les bienvenus jusqu'à un certain moment. Vous voulez dire qu'il faut qu'il y ait de la réciprocité? Non, je vais arriver à... C'est pas forcément... il faut... ce qu'on aimerait bien, c'est être accepté, en fait. Je pense que les pays du Golfe, comme beaucoup de pays en voie de développement, c'est vraiment des pays qui cherchent à être acceptés par
par les pays développés en fait. Donc quand on veut être comme quand on est jeune et on a envie d'être assis à la table des grands, c'est exactement la même chose. On est là, on veut être assis à la table des grands. Donc quand on investit en France, en Angleterre, aux États-Unis, on a envie de faire partie d'un groupe exclusif. Mais c'est la même chose quand ces pays... et là, je passe à un autre sujet, c'est les sociétés françaises qui viennent au Moyen-Orient ou spécifiquement au Golfe. Je pense que ça devient une question de volume. C'est-à-dire que quand on regarde les pays du Golfe, Madame Jaloub parlait de 50 millions, je pense qu'on est un peu moins que ça, mais disons qu'il y a 50 millions de personnes, ça reste une goutte d'eau. C'est-à-dire que tous les pays du Golfe ont une population inférieure à la France. Donc, ce qui fait que les entreprises arrivent et disent, bon ben, écoutez, vous êtes pas beaucoup, on va pas vous faire une exception. Voilà nos produits, voilà ce qu'on a. Va falloir que vous viviez avec. Alors que quand on parle de la Chine, on parle d'1 milliard de personnes, ce qui se passe, c'est que les sociétés sont prêtes à adapter leurs produits pour un aussi gros marché. Ce que je pense qui est pas vraiment vu, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat au Moyen-Orient et au Golfe, pour être très spécifique, parce que je pense qu'il faut vraiment... c'est vrai que le Golfe a quand même un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé que le reste des pays arabes. Fait que, avec un peu d'investissement, on peut gagner beaucoup. Toyota, comme on est dans le monde de l'automobile, je peux en parler assez facilement. Toyota a fait ce pari-là il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, au Qatar, par exemple, ils ont plus de 35% des parts du marché. Alors que si je prends n'importe quelle société d'automobile française, on parle de moins de 2%. Peugeot, Renault. Et ça vient des problèmes, mais très simples. Il fait très chaud au Moyen-Orient. En été, il fait 45-50 degrés. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des voitures au Moyen-Orient, il faut des climatisations qui permettent de survivre dans cette... Et donc, c'est vraiment des Toyota et même les entreprises américaines comme General Motors ont décidé de produire des produits spécifiquement pour le Golfe, spécifiquement pour les besoins des gens. Nos rues sont pas forcément... c'est vrai que les 4x4 sont beaucoup plus acceptés que les petites voitures. On n'est pas forcément gros fan des voitures compactes, on préfère les grandes voitures. Ce qui fait que des produits que Renault ou Peugeot proposent ne sont pas forcément ce que le consommateur local recherche. Mais est-ce qu'il y a vraiment une étude du consommateur dans le Golfe? Non, c'est pas vraiment... prenez ce qu'on a, et puis si vous aimez bien, tant mieux, c'est un plus gros revenu pour nous. Et si vous n'aimez pas, bon bah... on va pas faire beaucoup plus que ça. Merci. Donc, vraiment la question clé de la compréhension du marché, de la connaissance des besoins des consommateurs. Monsieur Marchand, je vous voyais opiner de la tête en écoutant votre voisin. Vous partagez cette analyse. Et là encore, à votre avis, quels atouts peut mettre en avant la France pour être présente dans toute cette zone, pas uniquement dans les pays du Golfe, dans toute cette zone? Oui, notamment, je réagissais sur des demandes assez récurrentes quand on est sur les marchés du Golfe de produits adaptés. C'est quelque chose qu'on retrouve largement au-delà du secteur automobile. Sur vos questions, en fait, il y a peut-être deux questions un tout petit peu différentes. Est-ce qu'on est attendu? Là, un conseil nourri d'expérience de beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, ça serait de surtout considérer qu'on n'est pas attendu. C'est une sorte de ligne de survie en business international et qui permet aussi d'éviter d'être une arrogance à la française. Je suis français, je la prends pour moi. Voilà, on n'est pas attendu. Pour autant, ça ne signifie pas qu'on n'a pas de force. Le concept de distance, notamment, est important à prendre en compte. Beaucoup de pays, je pense surtout aux pays arabes de la Méditerranée, donc Maghreb et Proche-Orient, il y a des distances relativement faibles, à la fois en termes, bien sûr,
linguistique notamment, culturelle au sens large, géographique, mais aussi économique. Et pour beaucoup de grands groupes français, ils ont une visibilité, ils sont plutôt connus, et les pays de la région sont, pour certains, et pourront dans l'avenir pour beaucoup, être un vrai relais de croissance. Si on compare, ce sont un des grands drames de la région au sens très très large, si on compare sur le plan global les visions géoéconomiques, il est souvent dit que les grandes régions qui réussissent bien sont celles qui ont réussi à s'intégrer au niveau nord-sud. Les Amériques, avec un pluriel, l'Asie de l'Est, c'est très net, l'intégration économique, la chaîne de valeur entre le Japon, du Japon au nord jusqu'à l'Indonésie au sud. Il y a une zone qui réussit beaucoup moins bien sur ce plan-là, c'est l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et ensuite l'Afrique. Et là, c'est un vrai relais à la fois en termes de nouveaux marchés et d'articulation de la chaîne de valeur au sein des grands groupes. Donc, surtout pas attendu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de points forts à développer. Merci. Pardon, je voudrais juste ajouter une dernière chose par rapport à... Je pense qu'il y a deux phases. Il y avait une phase qui était la phase, je parle encore une fois des pays du Golfe, il y avait la phase pétrolière qui, jusqu'aux années 2000, on va dire jusqu'à 2012-2013, c'est vraiment le pétrole qui gérait l'économie des pays du Golfe. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, les pays anglo-saxons ont vraiment pris le devant par rapport aux autres pays dans le Golfe. Mais je pense que depuis 2012-2013, surtout avec le printemps arabe et les problèmes sociaux qui sont apparus, et économique, il y a vraiment un changement. C'est-à-dire que c'est plus vraiment bien sûr, le pétrole fait encore 80%, ça fait 80% de l'économie de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Mais on essaye de changer, les gouvernements essayent de changer ça. Ils essayent de passer d'ouvrir l'économie, de diversifier l'économie. Et aujourd'hui, on parle de très gros investissements en transport, en éducation. Encore une fois, comme Madame Chaloub en parlait, d'art et de culture. Et je pense que c'est là où aujourd'hui on passe à une phase qui est complètement différente. On recommence à quelque chose. On recommence. C'est vraiment un renouveau qui permet à des pays qui n'ont pas forcément eu une grosse part du gâteau à l'époque. De pouvoir prendre une plus grosse part. La France, d'ailleurs, avec le nucléaire, prend les devants sur la scène du Golfe par rapport au nucléaire, qui est quelque chose qui était inexistant jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de construire des usines, mais ça a été signé il y a 2-3 ans. Une économie donc en dehors du pétrole, en tout cas dans les pays du Golfe. Merci, Monsieur Jeddah. C'est le moment de passer aux questions dans la salle. Je vous demanderai il y a un micro qui va arriver, de vous présenter, peut-être de voir avec quel interlocuteur vous voulez vous adresser. Bonjour, merci beaucoup. Karin Finkenzeller de l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche. J'ai une question qui m'intéresse beaucoup parce que j'en trouve pas des sources sur Internet. Est-ce que la communauté d'immigrés du monde arabe, disons, la plupart ce sont d'Afrique du Nord, est-ce que ça peut pas être un pont, pas seulement pour les clients de cette communauté en France, mais aussi un pont à construire pour ces pays et pour créer un marché. J'imagine que Madame, vous le faites parce que vous travaillez les deux côtés, mais en fait, j'ai pas trouvé, j'ai recherché, mais j'ai pas trouvé grande chose sur un marché qui se peut créer de la France envers ces pays du monde arabe par la communauté qui est ici. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette question,
De toute façon, moi j'ai toujours ressenti qu'il y avait une force à chaque chose et que dans l'interculturalité, il fallait vraiment utiliser ces différentes cultures et ces différentes mentalités à l'avantage de nos ambitions. Et comme je le disais, il est certain que on s'enrichit d'avoir ces multiples nationalités. Nous-mêmes, on est confrontés tous les jours à 200 nationalités au quotidien. Et je trouve que c'est très, très enrichissant. Quand on fait les études de consommateurs, quand on fait les études de produits, etc., on essaie de vraiment varier. Pour répondre à votre question, on voit par exemple que certains pays, comme on parlait des pays du Golfe, essaient de ramener tous les talents régionaux vers Dubaï pour les encourager. Alors les pays du Maghreb, du Levant et tous les autres pays arabes sont encouragés à justement venir présenter leurs créations pendant la Fashion Week ou le Fashion Forward. Dans mon secteur, en tout cas, je vois que cette multitude de cultures et de mentalités, de connaissances est toujours un enrichissement créatif. Excusez-moi, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des PME, des ETI français, disons comme ça, importants, qui font le pont aux pays arabes parce que les créateurs de ces entreprises, ce sont des enfants des immigrés? Est-ce que ça existe? Monsieur El Karoui. Il faut distinguer, là encore, le monde arabe, ça n'existe pas. Il y a des relations entre la France et des pays arabes via les PME avec les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et dans ces relations, il y a des chefs d'entreprise d'origine maghrébine. Il y a aussi plus des cadres de ces PME, de ces ETI, qui sont d'origine maghrébine et qui ont à cœur de développer le flux d'affaires avec leur pays d'origine. Avec l'Égypte, il n'y en a pas, mais il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens en France, ou en tout cas depuis pas longtemps. Et avec le Golfe, il y a un sujet sur lequel je crois on n'a pas assez parlé, et vous en avez dit un mot, c'est l'importance du système éducatif français à l'étranger, et en même temps sa perte d'influence. Dans les anciens pays francophones, le français baisse, soit très fort comme en Égypte, en Syrie, un petit peu au Liban, soit relativement rapidement, moins dans l'enseignement secondaire au Maghreb, mais plus dans l'enseignement supérieur, parce que de plus en plus les Maghrébins envoient leurs enfants faire leurs études supérieures dans des pays qui ne sont pas la France. Et dans les pays de tradition anglophone, le français monte un peu, mais à des niveaux qui sont encore très faibles, parce que c'est chic de parler français, en plus, évidemment, de l'anglais. Mais il n'y a pas... Il y a un investissement français public en la matière qui est important quantitativement, mais malheureusement, il n'a peut-être pas suivi, il n'a pas été suffisamment important, notamment par exemple pour l'accès aux bourses qui ont plutôt été réduites pour les étudiants d'origine arabe vers la France. Donc franchement, ça dépend des pays. Il y a des flux importants et entre la France et le Golfe, il y a un vrai flux, notamment à Dubaï, mais c'est plus des professions très qualifiées. En fait, les types d'occidentaux qui viennent travailler à Dubaï, soit dans des métiers commerciaux, soit dans tous les métiers de conseil aux entreprises. Vous avez plein d'avocats, de banquiers, de juristes, de conseils français d'origine maghrébine à Dubaï. Alors, tout à l'heure, Mme Chaloub avait évoqué cette question de l'enseignement du français et du système éducatif. Justement, Monsieur Jeddah, au fond, vous avez eu cette éducation française, vous êtes passé par une école française à Doha. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce que ça s'est développé depuis que vous avez fait, vous-même, vous êtes passé par ce lycée? Ou au contraire, est-ce que le français est en perte de vitesse? Depuis, le Qatar fait partie de la francophonie, ce qui est assez bizarre. Mais il y a aussi... il y a vraiment un intérêt. Depuis que
depuis que le Qatar est entré dans la francophonie, il y a eu vraiment un regain d'intérêt par rapport aux Français. Peut-être parce que ça fait chic, je ne sais pas. Mais c'est vrai que beaucoup de familles qataries ont décidé de mettre leurs enfants. On a aujourd'hui 2 lycées français au Qatar. Ce qui peut paraître peu, mais sur une population de 2 millions d'habitants, c'est beaucoup, considérant qu'il y a une école américaine et 2 écoles anglaises. Donc avoir 2 écoles françaises, c'est quand même assez significatif. Et pas mal de familles qataries mettent leurs enfants au lycée français à Doha pour apprendre, pour avoir cette connaissance d'une 3e langue, vu que l'arabe et l'anglais sont les 2 premières langues. Et donc, c'est pas le chinois, c'est le français. C'est vraiment le français qui gagne du terrain au Qatar. Merci. Peut-être une autre question. On vous écoute. On vous entend pas. Allez-y, on va commencer. Bonjour, on me dit que ça marche. Voilà. Monsieur Karaoui, j'ai beaucoup aimé votre intervention. J'aurais voulu que vous nous parliez, si vous le permettez, un peu plus de votre implication donc, dans ce forum que vous appelez les Young Mediterranean Leaders. J'aurais voulu savoir s'il y a eu vraiment la concrétisation d'échanges vers les pays du Maghreb en particulier, je suis d'origine algérienne et ça m'intéresserait, mais aussi vers les pays du Golfe. Et je m'adresserai donc pour le représentant de cette société, Jaïda du Qatar, pour lui dire que j'ai l'impression que souvent on dit que les relations entre le Qatar en particulier et le Maghreb sont très difficiles dans tous les domaines, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient économiques. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Et je termine en disant pour la formation Sherpa, vous avez travaillé sur l'Algérie. Quelle est aujourd'hui votre impression, puisqu'on dit que souvent l'Algérie est un pays difficile d'accès, avec surtout économiquement cette part de 49 et de 51% qui existe aussi dans les pays du Golfe. Et pourtant, les entreprises étrangères investissent beaucoup dans les pays du Golfe. Quelle est votre impression? Est-ce qu'il y a eu vraiment une analyse sur ce point? Merci beaucoup, messieurs, dames. Monsieur El Karaoui sur les Young Leaders, et puis ensuite Monsieur Marchand sur l'Algérie. Le réseau méditerranéen des Young Leaders, on l'a créé au moment où on discutait, où on lançait l'Union pour la Méditerranée, avec une idée, enfin un constat qui consistait à dire, finalement, au nord, tout le monde parle de la Méditerranée, mais les pays du nord ont peur des Arabes, pour faire simple, hein, et les pays du sud, qui à l'époque étaient un peu moins démocratiques qu'ils ne le sont aujourd'hui, enfin en tout cas dans 1 ou 2 pays, n'avaient envie que d'une chose, c'est qu'on les laisse tranquilles, et qu'il n'y ait surtout aucune ingérence politique des pays du Nord. Donc on croyait assez peu à l'Union pour la Méditerranée. Par contre, on croyait beaucoup plus au fait qu'une nouvelle génération, et vous m'en voudrez pas, on croyait beaucoup plus au fait qu'une nouvelle génération, plutôt d'entrepreneurs, gagnerait à se connaître et à travailler ensemble sur des projets relativement concrets, avec une ambition politique pas trop forte, parce qu'on a bien conscience des difficultés politiques et du dialogue politique entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et donc on a fait un certain nombre d'événements. Ça a conduit un certain nombre de jeunes des YML au gouvernement tunisien après la Révolution. Après, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que franchement, vu du sud, la Méditerranée aujourd'hui, c'est plus un objectif, notamment vu du Maghreb. Les questions aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout consolider les transitions démocratiques qu'il y a dans un certain nombre de pays, avoir une relation avec la France qui est assez ambivalente et relativement compliquée, et puis avec un vrai débat qui est d'abord un débat identitaire entre les islamistes d'une façon ou d'une autre, et puis ceux qui sont plus liés soit à l'Occident, soit qui ont une vision un petit peu différente de l'identité du monde arabe. Et du coup, se raccrocher à la Méditerranée, en fait, c'est quand même se raccrocher à la France, parce que c'est la France qui a cette relation culturelle, personnelle et puis humaine via les flux d'immigration. Et il me semble que c'est un sujet qui est moins d'actualité. Monsieur Marchand, donc sur l'Algérie, les difficultés d'accès à l'Algérie. Oui,
l'Algérie, la question des investissements, effectivement, et la facilité ou difficulté des investissements avec cette fameuse loi, ce cadre 49-51, on l'entend depuis plusieurs années au plus haut niveau de l'État et du gouvernement. C'est un sujet qui est régulièrement évoqué, avec parfois des fenêtres évoquées pour une modification, mais en tout cas, c'est pas du tout l'effet aujourd'hui. De manière plus récurrente, ce qui ressort, c'est une instabilité globale sur le cadre légal de l'activité, une sensation d'insécurité concernant l'environnement légal. Et il se trouve que j'ai eu la chance de travailler sur 2 projets récents en Algérie qui ont très bien fonctionné. Ce qu'il faut, pour le coup, toujours garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, on est dans un système enchâssé, où les acteurs économiques et les acteurs politiques ont des corrélations fortes, et que le mapping des interlocuteurs est essentiel, en gardant toujours à l'esprit qu'on travaille sur une région donnée, une ville donnée, une wilaya donnée, et qu'il faut toujours garder les contacts à la fois au niveau national, ces interlocuteurs au niveau national, mais aussi au niveau local, l'ancrage local de l'activité de la wilaya dans laquelle on opère. Mais effectivement, il y a encore aujourd'hui, même si ça se développe, un frein, notamment psychologique, côté français, à l'investissement en Algérie pour ces raisons-là. Mais il est dépassé. À nouveau, opérationnellement, on voit que les Algériens sont fiers, notamment, des grands projets, notamment industriels, voient le jour de manière tout à fait standard par rapport aux normes internationales. Merci. On va prendre une autre question. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Oussam Nasrawin du Club Arab Business Leader. Je travaille pour implanter les sociétés françaises et européennes sur le Moyen-Orient, notamment sur la région du Golfe. Et je voulais savoir comment, selon vous, on pourrait renforcer la place des Français, notamment des PME sur le Golfe. On parle des grands groupes qui s'implantent là-bas, qui investissent. On a parlé des 57 milliards des échanges entre la France et la région MENA, mais on ne parle pas peut-être assez des petites PME, des gens comme la plupart d'entre nous dans la salle qui voudraient s'implanter sur le Moyen-Orient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un réel problème d'information ? Monsieur El Karoui, vous parliez de l'arrogance des Français. Je pense que c'est dû à un manque d'information. On ne sait pas comment faire des affaires là-bas. On ne comprend pas que la culture joue un rôle plus important que les affaires. Donc, comment mieux communiquer ? Comment communiquer aussi sur cette règle des 51-49 ? Comment communiquer sur le fait qu'il y ait des free zones ? Moi, je vois sur Dubaï, la plupart des gens me disent « oui, mais il faut que je trouve un partenaire local ». 99% des gens ne savent pas qu'on peut s'implanter en free zone et à 100% détenteur du capital. Comment trouver du financement là-bas, etc. Donc, voilà, comment renforcer la place des PME françaises sur la région MENA et plus particulièrement du Golfe, qui est en ce moment la région la plus attractive dans le monde arabe. Merci. Merci. Voilà une question très concrète pour les PME, information, trouver un partenaire, etc. Est-ce que, Madame Chaloub, est-ce que vous auriez des conseils à donner ? Il y a déjà des conseils de culture, d'essayer de comprendre, comme je disais préalablement, c'est-à-dire comment comprendre ces mentalités, comment se marier avec eux, parce qu'un partenariat, c'est du long terme, et cette vision qu'ils ont de long terme est importante. Donc, trouver des sponsors, il faut vraiment essayer de voir plus concrètement comment faire des affaires, pas à court terme, mais leur faire gagner en quelque sorte de l'argent sur du long terme et arriver avec un bagage, avec des produits qui peuvent s'imposer en quelque sorte. Il y a certainement des organismes localement qui peuvent aider à trouver les sponsors. Je pense à des avocats, etc. Ça, c'est la meilleure façon de faire de façon légale. Mais c'est important aussi d'arriver avec une compréhension de la culture actuelle et de pouvoir vraiment avoir une transparence.
Il y a certainement beaucoup de façons de faire, mais la meilleure, c'est la vision à long terme pour moi. Merci. Monsieur Djeddah, est-ce que vous voyez arriver des entreprises, des petites entreprises françaises qui peuvent venir vous proposer leurs services, leurs produits, ou est-ce qu'au fond, c'est trop compliqué pour une entreprise française d'arriver jusqu'à un marché ou une entreprise locale? Alors, tout d'abord, juste pour clarification, les free zones à Dubaï permettent des bureaux de représentation, des bureaux de distribution, mais pas de vente localement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en ouvrant dans une free zone à Dubaï, ça ne vous permet pas d'accéder au marché local. Il va falloir toujours avoir un représentant local qui va vendre vos produits. Mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle un silent sponsor, qui est donc sur le papier, il sera un partenaire à 51%, mais il va vous dire, moi, je suis là pour signer vos papiers, vous me payez à la fin de l'année X%, ce qui légalement et officiellement est illégal, mais ça se fait et les gens, les gouvernements ferment les yeux sur ces choses-là. Mais ce qu'on appelle les zones grises. Comment ? Ce qu'on appelle les zones grises. Voilà, exactement. Mais je pense que le problème principal pour les PME, c'est encore une fois le coût d'arriver au Moyen-Orient. Et je pense que une chose que les Japonais font très bien, c'est qu'en fait, ils font des regroupements. C'est quand ils savent que ça leur coûte trop cher individuellement d'arriver dans une région comme le Moyen-Orient, ils se regroupent en nombre de sociétés, ils font un bureau de représentation pour eux tous. Et ce bureau de représentation va travailler sur tous leurs produits, sur toutes leurs marques, pour étendre le produit. Et je pense que c'est une des façons les plus intéressantes. Pour revenir aux sociétés françaises, je pense que Total fait un très bon travail pour pousser les PME à venir, mais c'est vraiment dans le domaine pétrolier. Ils essaient de pousser les PME à venir s'installer dans les pays où eux sont et ça pourrait être une façon très efficace pour arriver, et comme il y a quand même pas mal et là sans forcément parler de très très grandes compagnies, mais Carrefour et Vinci et plein d'autres sociétés de construction, Bouygues, sont dans la région, et ça pourrait être via eux que les PME peuvent venir, ou en termes de regroupement, je pense que ça pourrait permettre d'arriver. Pour répondre à votre question, Monsieur Scholl, c'est vrai que c'est assez compliqué d'arriver dans un pays, de trouver les bons partenaires ou les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Je pense que l'ambassade, en tout cas l'ambassade de France au Qatar, fait un très bon travail pour aider les PME, mais ça reste quand même assez compliqué. Pourquoi ? Parce que les sociétés qatariennes en elles-mêmes aiment toujours des produits qui sont ou bien très compétitifs, ou bien qui sont déjà très reconnus avant même d'arriver sur le marché, qui, pour des produits français, les produits français sont toujours assez franco-français, ce qui fait que, en termes de notoriété, ils n'ont pas la notoriété des produits américains ou anglais, et en termes la qualité est là, mais le prix est pas forcément compétitif, ce qui fait que les produits autres que les produits français auront toujours un prix beaucoup plus compétitif. Donc, ce qui fait que c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut vraiment être dédié à rentrer dans le marché moyen-oriental et se dire, ou le marché du Golfe, et se dire, si on veut rentrer, c'est qu'on va devoir comprendre le marché en lui-même et comprendre comment pouvoir gagner des parts du marché pour pouvoir s'asseoir dans ce marché-là. Merci. On va peut-être prendre les deux dernières questions, parce qu'on arrive au terme de cette rencontre. Je voyais, voilà, madame, et puis ensuite, monsieur. Vous avez un micro ? Oui, ouais, parfait. c'est bon. On vous écoute, madame. Bonjour et merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données depuis tout à l'heure, qui sont très, très intéressantes. Ceci dit, il manque une petite information concernant la place de la femme dans l'entreprise et dans les affaires au Moyen-Orient.
Est-ce que c'est une forme, c'est plutôt une force acceptée et tolérée, ou c'est un peu sensible pour une entreprise de se faire représenter par une femme dans ces pays du Golfe? Merci. Je me tourne vers Madame Chakloub. C'est un sujet dont on a débattu lors en préparant ce petit déjeuner. Je vous laisse répondre. Merci Eric et merci Madame pour votre question. Tout d'abord, je voudrais vous dire que la place de la femme est très difficile également en Europe. N'est-ce pas? Quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans, j'ai eu plus de mal à m'intégrer, à confronter les chefs d'entreprise français et américains et italiens que localement. Aujourd'hui, je suis très fière parce que le Cheikh Nahyan qui nous a remis le Awards des Forbes Magazine, les 100 plus grandes femmes chefs d'entreprise, a honoré sa mère, Cheikha Fatima, et de par ce fait même a honoré également 200 femmes de la région, 200 passants, excusez-moi, de la région du Moyen-Orient qui sont venues du Qatar, du Bahreïn, et Cheikh Nahyan El Nahyan, qui est donc le ministre de la Culture aux Émirats, nous a tous honorés, nous a fait un superbe mot à ce sujet. Aujourd'hui, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le empowerment of women, qui est très important. Il y a beaucoup de forums. Si je ne me trompe pas, Anne-Lyne, présente ici, est en contact justement pour le Forum international de la femme l'année prochaine, qui aura lieu à Dubaï, après avoir eu lieu en France. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la femme. Et je dois dire que aujourd'hui, on est très, très acceptés et même encouragés. Nous-mêmes, nous entreprenons, nous engageons des femmes locales, séoudiennes, dans nos entreprises. J'ai 7 pays que je supervise dans le domaine de la mode, et donc j'engage en Arabie des Saoudiennes, au Qatar des Qataris, et des femmes koweïtiennes au Koweït et des Émiriennes aux Émirats. On essaie par des trainings de les former, de les intégrer et de leur donner cette culture du travail. Merci. Monsieur El Kabri, je crois que vous vouliez rajouter un petit mot. Oui, si vous permettez. Le taux d'activité féminin dans le monde arabe est beaucoup plus bas, évidemment, que dans le monde européen. Et il est, quand on compare aux grandes régions du monde, il est particulièrement bas. Là où il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'abord une prise de conscience du problème. Et ensuite, quand on regarde qui va à l'université dans le monde arabe, on se rend compte qu'il y a 60% de femmes, 40% d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que les filles sont plus éduquées que leurs pères et que demain, les femmes seront plus éduquées que leurs maris. Donc ça, c'est une dynamique qui est très très forte. Pour autant, aujourd'hui, dans les groupes, dans quelques groupes familiaux, quand il n'y avait pas de garçons et qu'il y avait des femmes, des filles, ils sont aujourd'hui dirigés par des femmes. Mais c'est franchement encore très rare. Et la réalité, c'est que c'est compliqué de faire des affaires dans le monde arabe quand on est une femme, et encore plus d'ailleurs quand on est une femme occidentale d'origine arabe. Donc ne nions pas la réalité, il y a des efforts et des prises de conscience qui ont lieu, mais on part franchement de très loin. Je vais bien reprendre la parole. Est-ce que je peux? Je voudrais tout d'abord vous dire, effectivement, il y a certaines disparités dans certains pays, mais dans d'autres, comme le Koweït, j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Je nommerai Gerha El Homedi, qui est actionnaire de la banque Audi, on le sait tous, qui est une femme d'affaires très, très forte. En général, au Koweït, les femmes d'affaires sont très importantes. Elles ont un IQ très haut, plus important et c'est une réalité, plus important que les hommes.
Et aujourd'hui, je connais des grandes familles qui ont que des filles et qui s'assurent que leurs filles sont éduquées. Donc, elles ont eu une éducation très élevée, ou bien ce sont des juristes ou des médecins. Il y a très peu de femmes au Koweït qui ne jouissent pas d'une éducation qui sont vraiment sorties avec des grands diplômes et qui travaillent. Des grandes familles qui n'ont pas besoin de travailler, justement. Et les filles de Souad El Ahmedi, par exemple, une est ingénieure, d'autres sont dans d'autres domaines. Et voilà, donc je ne voudrais pas généraliser ça non plus. Voilà. Merci pour ce message, en tout cas d'espoir et très optimiste. On prend la dernière question. On vous écoute, monsieur. Je vous remercie, bonjour à tous. Je suis Tarek Elbitar, franco-libanais. Je travaille dans une banque française qui est très orientée à l'international. Le monde arabe, c'est mon quotidien. Et vous avez démarré votre introduction en parlant de quelques chiffres. Je souhaite juste rappeler qu'il y a une étude récente qui a été faite sur l'influence de la France dans le monde entier. Et il s'avère que depuis un siècle, la géographie commerciale de la France n'a presque pas bougé, à quelques exceptions près. Si on veut parler des contraintes de nos entreprises à l'export, voilà, on a besoin presque de 2 heures, mais je suis intimement convaincu, parce que je l'ai vu au quotidien, c'est qu'il n'y a pas assez de volonté, il n'y a pas assez de prise de conscience sur cette contrainte interculturelle. Aujourd'hui en France... Je vais vous demander de poser votre question. On arrive un petit bon, peu très retard, rapidement. voilà. Très rapidement, Merci. si je veux passer directement à la question, d'une manière très concrète, à chacun des intervenants, s'ils peuvent nous donner vraiment 2, 3, d'une manière très synthétique, conseils clés pour réussir des affaires dans le monde arabe. Je sais qu'il n'y a pas de monde arabe, il y a plusieurs mondes arabes, mais vraiment d'une manière très synthétique, pragmatique et concrète, 2, 3 conseils pour nos chefs d'entreprise, pour qu'elles puissent réussir dans leurs négociations à l'international dans ce monde-là. J'ai entendu parler de produits adaptés, mais est-ce que la vraie question, ce n'est pas de passer de mon style naturel franco-français et aller vers un style adapté dans ces pays-là? C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté? Et pour cette volonté, quels sont les vrais conseils à donner? Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une recette magique. Et puis, en tout cas, on va essayer de demander à chacun des 4 intervenants peut-être au moins un conseil. Si vous repartez déjà avec 4 conseils, ce sera pas mal. Monsieur Géda, est-ce que vous auriez un conseil à donner? Alors, c'est une question piège, je pense. Mais non, je pense que ça dépend. Vous êtes dans les services, vous êtes dans la banque. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais par exemple BNP Paribas, pour ne nommer que, a pas forcément. Ça fait longtemps qu'ils sont par exemple au Qatar, mais leur présence se réduit. La Société Générale n'est pas forcément très présente au Moyen-Orient en général. Donc, je pense qu'il y a une faille. Maintenant, pourquoi dans le terme des services, je ne suis pas sûr. Pour revenir à un thème dont on a parlé beaucoup plus tôt, le temps, c'est de l'argent, mais pas dans le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, le temps, c'est pas forcément de l'argent. Le temps, c'est la confiance. Et il faut construire cette confiance. Il faut construire. C'est pas on est là, ok. On est là, mais la plupart du business se fait pas forcément au bureau, ça se fait ce qu'on appelle le majlis. C'est se retrouver, d'aller voir les personnes le soir, de boire un café avec eux, de montrer qu'on est là pour eux, qu'on est là pour gagner leur confiance. Et c'est quelque chose qui est très important. Les Français le font pas forcément. Ils aiment pas ça. Les Français, ça reste très pragmatique et cartésien. Je travaille de 9h à 18h, on va faire le travail, on va faire les deals entre 9h et 18h, mais par contre ne me demande pas de venir boire un verre à 18h30 parce que non, je suis avec ma famille, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, ça reste assez... On va passer au premier conseil, prendre son temps. Monsieur Marchand.
Si vous m'en demandez un seul, effectivement, j'avais noté des choses très similaires. Effectivement, qu'on soit en B2B, en B2C, dans le pétrole ou le luxe, on a des stratégies, des contraintes quand il y en a à voir. Donc si on ramène à une dimension, j'avais un tout petit peu plus large que le temps lui-même, c'était considérer l'investissement au-delà de l'argent. Et effectivement, c'est un mix de temps qu'on y consacre et de ressources humaines. On a vu des contre-exemples malheureux, par exemple, dans le domaine nucléaire, il y a maintenant presque une dizaine d'années dans les Émirats, où très clairement, au-delà de l'aspect technique et financier des opérations, il y avait la construction du réseau qui n'avait pas été aussi bien faite que des compétiteurs émergents. Et ça, c'est une dimension fondamentale. Alors, s'il y a un conseil, mais effectivement, c'est une question assez compliquée. Merci. Hakim El Karoui, peut-être un conseil? Moi, je dirais qu'il faut avoir le bon produit, le bon partenaire et le bon état d'esprit. Madame Chaloub, pour conclure, est-ce que vous verriez un conseil à donner à monsieur pour tenter de réussir dans ce pays? Comme je l'ai dit, ces marchés sont complexes et pour pouvoir les pénétrer, il faut comprendre les mentalités, les mœurs et les coutumes. Nous avons dans les produits de mode, par exemple, les grandes maisons de luxe qui adaptent leurs produits en créant le désir. Comme je vous le disais, le consommateur local qui achète il achète par plaisir parce qu'il en a envie. Donc, ce qu'ils font, c'est créer le désir. Créer de le désir par des éditions limitées, par des produits spécifiques qui sont vraiment... et les plus grands noms de la mode le font. Ce sont des produits destinés au Moyen-Orient qui sont vendus en édition limitée à très très cher, mais ils créent le désir autour de cela. Et c'est en comprenant justement leurs mœurs et coutumes et leurs envies et leurs mentalités. Merci, je trouve qu'on pourrait rester sur cette note, créer le désir. En tout cas, merci à nos 4 intervenants. Merci à tous pour vos questions et votre attention. Et puis, et Jacques Lang le disait en introduction, le prochain rendez-vous aura lieu à la rentrée, en début d'automne, autour sur les questions de l'Égypte. Merci à tous et très bonne journée.